Donc, juste pour vous dire, en fait, puisqu'on parle des mobilités, au niveau de l'agglomération montargoise, donc c'est une délégation de service public qui vient tout juste d'être re-signée. Puisqu'en fait la nouvelle délégation de service public a démarré le 1er avril et donc là on a la feuille de route en tout cas de ce qu'ont souhaité les élus pour les 6 prochaines années du jusqu'au 31 décembre 2030. Donc l'idée là c'était de vous présenter rapidement, super, merci Magali, c'était de vous présenter rapidement les nouveautés du coup de ce réseau, puisqu'on parle des mobilités. Vous allez voir que dans le cadre de ce qui nous a été demandé, on parle bien de toutes les mobilités et pas que des mobilités auxquelles on pense avec les bus. Donc les mobilités, ça c'est l'offre qui est mise en place depuis le 1er septembre. Bon, c'est un petit schéma mais qui permet de comprendre un peu les différents sujets. Donc on a la partie mobilité collective et je vais vous expliquer avec les lignes urbaines. On a la partie sur les offres périurbaines, donc c'est pour les 15 communes de l'agglomération, donc l'offre répond bien à toute cette partie-là. On a les mobilités actives et partagées avec en mobilité active un volet marche et un volet vélo et puis un volet mobilité partagée. Voilà, donc juste rapidement. Donc première partie, on va aller sur la partie bleue, là, sur la partie offre urbaine. Donc on a maintenant, on est passé de 5 à 8 lignes régulières. Je sais pas si ça marche ou pas. Ouais, super. De 5 à 8 lignes. Et si tu peux encore cliquer, s'il te plaît, Magali. Voilà. Ça, c'est juste pour vous dire que sur les 5 lignes qu'on avait avant, il y a plusieurs tronçons, mais en gros, l'offre, elle est améliorée partout et en nombre et en amplitude, puisqu'en fait, le réseau s'arrêtait un peu trop tôt, notamment par rapport aux besoins des actifs. Donc maintenant, le réseau de bus, il démarre à 4h45 et il finit à peu près à 21h15. Et on a des lignes sur lesquelles les amplitudes sont très nettement améliorées. Si je prends par exemple l'exemple de la ligne 4, on démarre 1h30 plus tôt et on finit 1h50 plus tard, le dernier bus arrivant à 21h10 sur le dernier. Donc ça, c'est sur les 5 lignes qui existent. Donc c'est les 5 axes qu'on connaît habituellement. La seule chose, c'est que ça a été prolongé pour rejoindre notamment des communes comme Corquille-le-Roi, qui n'avaient pas jusque-là d'offres régulières. Il y a un peu moins d'offres à l'inverse sur la commune de Sepoix pour rééquilibrer en fait en termes d'équité territoriale. Et puis on a des nouvelles lignes, notamment avec 3 nouvelles lignes, je vous l'expliquerai après, qui relient les communes de Paucourt, les communes de Panne et puis les écarts de Villemandeur qui n'existaient pas avant. Donc au global, sur la partie offre commerciale, c'est 13,5% de kilomètres en plus. Et juste sur la partie ligne régulière, c'est près de 17% d'offres en plus. L'idée de ce nouveau réseau, c'est notamment sur la partie offre régulière, d'avoir, il y a des nouvelles correspondances à 20 heures qui n'existaient pas. Ça permet notamment aux salariés de l'hôpital qui travaillent de nuit de pouvoir rejoindre l'hôpital pour les infirmières jusqu'à leur prise de service. On a pris en compte les pointes matin, midi, soir, et avant on avait 65% des habitants de l'agglomération qui avaient un arrêt de bus d'une ligne régulière à moins de 400 mètres de chez eux. Avec ce nouveau réseau, on est passé à 80%. Voilà. Donc il y a toute une, notamment les communes du Nord qui n'avaient pas accès à une offre urbaine, qui maintenant ont accès à une offre urbaine. Ça, c'est pour la première partie. Et sur la partie périurbaine, donc là on va être sur les communes plutôt basse couronne de l'agglomération. On a à la fois des lignes périurbaines qui sont nouvelles avec une nouvelle numérotation. Là, l'enjeu pour nous, c'est d'emmener notamment les scolaires. C'est un peu compliqué, je vous le cache pas, parce qu'on a 15 communes. Autant les collèges, ça va à peu près parce que normalement on respecte les zones et logiquement on doit en tout cas amener une offre pour les collèges de zone. Par contre, pour les lycées, c'est un peu plus complexe parce que vous habitez en gros Saint-Maurice, Lombreuil, Solterre ou peu importe quelle commune de l'agglomération, il faut qu'on puisse à la fois vous emmener au collège, mais emmener aussi les lycéens, peu importe s'ils sont à Château-Blanc, Durzy, lycée en forêt, Verdier et tous les établissements scolaires démarrent à la même heure, donc il faut que on puisse répondre à tout. Ce qui fait qu'effectivement, il y a certains élèves qui arrivent un peu plus tôt et d'autres qui arrivent juste, mais c'est le temps qu'on fasse la grande boucle. En tout cas, ce qui est intéressant sur les transports scolaires, c'est que d'un point de vue réglementaire, le réseau est 100% conforme à la loi LOM. Donc ça, c'est important. Il y avait eu des nouveautés avec des nouveaux décrets pendant le précédent réseau. Donc le réseau n'était pas totalement conforme. Maintenant, c'est 100% conforme. Soit les élèves, donc les points rouges, c'était les élèves qui étaient transportés en bus, en fait, et où ça correspondait pas forcément. Maintenant, soit les élèves sont rattachés à une ligne régulière
Et donc, ça veut dire aussi que les élèves sont avec des personnes clientes qui ont d'autres besoins. Donc, il faut qu'ils apprennent aussi le bien vivre ensemble et le fait qu'on doit se respecter et qu'il y a d'autres clients que des collégiens ou les lycéens. On n'a pas trop de sujets, mais c'est plus les collégiens. Donc ça, c'est la partie bleue. Et puis la partie jaune, ce sont des cars. Donc les élèves sont assis, attachés en car. Là, on est en zone périurbaine, notamment où il pouvait y avoir, par exemple, des traversées de chevreuils, de sangliers ou autres. Donc là, voilà, cette partie-là, on est sur des élèves qui sont assis, attachés. La partie bleue, on est sur des lignes régulières, donc il n'y a pas de sujet. Voilà pour cette partie-là. Transport à la demande, on a aussi amélioré le transport à la demande pour une meilleure équité territoriale. Donc tout le nord de l'agglomération, lui maintenant on n'a plus de transport à la demande puisqu'il y a des lignes régulières, donc plus besoin d'avoir du transport à la demande. À l'inverse, sur la partie sud, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenant 2 allers-retours par jour qui sont proposés sur toutes les communes du sud. Donc on a la même offre, qu'on soit à Solterre, à Conflans, à Saint-Maurice, à Chevillon ou autre. Donc ça c'est une nouveauté également. Ça c'est le nouveau réseau. Sur la partie régulière, je vous ai pas mis l'autre partie, mais pour vous dire que vous voyez que déjà le nouveau réseau, il est quand même assez dense. Hein. Alors je peux pas vous montrer parce que j'ai pas de pointeur, mais c'est pas très grave. Le nord, vous voyez que maintenant les lignes 1 et 2 rejoignent jusqu'à Corquille-le-Roi. La ligne 6 passe par Pannes, la 7 passe par Paucourt, et on a une nouvelle ligne là, la 8 qui dessert vraiment les écarts d'Amilly. Et puis on a intégré tous les quartiers qui étaient en développement, donc la zone d'Amilly avec la zone de Clérisseau. Enfin voilà, on a essayé d'avoir un maillage qui répond le plus possible aux besoins de mobilité des personnes qui habitent l'agglomération. Bien. Donc ça, c'était pour cette partie-là. On continue sur cette partie-là d'avoir toujours l'offre qui est aussi pour les personnes à mobilité réduite quand le réseau ne peut pas desservir un arrêt. Donc quand il n'y a pas d'arrêt accessible d'un point A à un point B, les personnes s'inscrivent à un service qui s'appelle Move, où on a un véhicule dédié qui permet de apporter une solution complémentaire. L'objectif, évidemment, c'est que tout le réseau soit avec des quais accessibles. Donc on œuvre avec l'agglomération et on leur donne les sujets prioritaires. Pas plus tard que ce matin, j'ai encore eu un échange en disant mais en priorité la gare évidemment et après le quartier de la Chaussée, voilà, parce que c'est des endroits où il faut absolument qu'ils améliorent l'accessibilité au niveau des quais. Mais on a toujours ce service-là. Et puis sur l'autre partie, donc mobilité active, on fait la promotion de la marche, ce qu'on n'intégrait pas forcément avant. Donc la marche avec 2 vocations. Hein. Une vocation s'y rendre à pied aussi. Donc maintenant, si vous pouvez regarder, par exemple à Mirabeau, avant c'était pas le cas. Vous avez partout des fléchages qui vous disent la gare c'est dans cette direction-là et c'est tant de temps à pied, tant de temps à vélo. L'office du tourisme fait tant de temps à pied, tant de temps à vélo, avec des cheminements piétons qui vont apparaître. Mais aussi la marche, plaisir de la marche. Donc là, on met en avant toutes les balades pédestres qui sont accessibles depuis le réseau pour que les gens puissent prendre le pli aussi de découvrir l'agglomération à pied. Donc par exemple, ça va être toute la voie au niveau de Paucourt et puis toute la partie balade piétonne où on peut s'y rendre en bus et après accéder à cette balade-là, les balades autour des lacs, etc. Et dimanche, par exemple, il y a une animation qui s'appelle Marche gourmande, à laquelle on est présente avec un stand où là c'est la promotion de la marche aussi, également comme solution santé. Avec le contrat local de santé et les chefs aussi. Oui, exactement. Donc on est typiquement le réseau, même si c'est plus la promotion de la marche, on est présent dimanche sur cet événement-là. La partie vélo également avec plusieurs offres, la partie location et la partie stationnement. Donc la partie location, on continue d'avoir les vélos longue durée, on est à plus de 200 vélos électriques maintenant. Longue durée, donc que les gens peuvent prendre pour 6 mois ou 1 an. On va avoir des vélos cargo et des vélos longue taille qui arrivent en 2026 pour aussi élargir l'offre vélo. Et puis sur la courte durée, on a toujours les vélos à assistance électrique qui vont être un peu plus pour une utilisation touriste au niveau de l'agence Place Mirabeau. Et on a qui va enfin arriver les vélos libre-service. Voilà, on a des petits sujets aujourd'hui sur les vélos libre-service qui vont arriver. On va avoir 7 stations dans l'agglomération. Les vélos sont là, toute l'application est là, enfin tout est prêt. Ce qui nous manque juste, c'est les derniers éléments avec les mairies, parce qu'en fait, pour tout vous dire, pour qu'on ait un point de stationnement vélo libre-service, il faut qu'il y ait une caméra
pour qui donne sur la vélo station et un arceau. Et on n'a pas toujours la combinaison des deux, donc on est en train de s'ajuster avec les mairies pour qu'on réussisse à avoir tous les éléments. Voilà, on a eu Paucourt qui nous a répondu dernièrement, donc là je pense que ça va être lancé dans les prochaines semaines. Et puis la partie stationnement, avec la partie stationnement à la fois les abris collectifs, hein, donc il y a aujourd'hui une vélostation au niveau de la gare, il y en a une nouvelle qui arrive à l'hôpital dans les prochains jours là, puisque c'est pour fin septembre, donc c'est tout récent. Et on a des abris aussi individualisés qu'on va mettre en place, notamment pour les vélos touristes, parce que c'est pas la même utilisation. Voilà, les vélos touristes qui ont des sacoches, ils ont besoin d'avoir des box individuelles. Donc ça va être mis en place aussi, à la fois au niveau de la marina et puis au niveau de Bugeux. Et puis les mobilités partagées, on travaillera plus en 2026 sur tout ce qui va être covoiturage, notamment pour avoir une solution alignée avec le PETR, parce qu'il faut vraiment qu'on raisonne bassin de vie et non pas que au niveau de l'EPCI, qu'on soit un peu plus global. Et on a des solutions et des choses qui peuvent être intéressantes, notamment avec Blablacar. Voilà, Blablacar Daily qui a des solutions intéressantes, et nous on a intégré le fait qu'on incite au premier pas de covoiturage, parce qu'on sait bien que l'incitation financière est souvent ce qui aide les premiers covoiturages. Donc on a intégré des aides sur les premiers covoiturages en 2026 avec plutôt Blablacar Daily pour voilà, ça sera en coordination pour que on ait quelque chose d'uniforme au niveau du territoire et que chaque PCI ait pas une logique individuelle. Faut vraiment le raisonner un peu plus largement, bassin de vie. Donc Mobicop c'est une grande question, mais aujourd'hui Mobicop, très sincèrement, ça fonctionne pas trop. Voilà, donc moi je suis pas hyper fan, j'avoue, de Mobicop. J'espère froisser personne en disant ça, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas de... On n'arrive pas à faire fonctionner ce système-là. L'avantage de quelque chose comme Blablacar et Blablacar Daily, c'est qu'il y a déjà au moins le premier pas de notoriété. Et le premier pas de notoriété pour du covoiturage, c'est de l'offre, en fait. Donc il faut qu'il y ait du monde qui poste. Donc voilà, je sais pas si ça sera ça qui sera choisi, mais je suis pas convaincue aujourd'hui, en tout cas par... Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y avait eu il y a eu d'abord une tentative d'autostop organisée avec Réseau Pouce, avec 5 panneaux verts avec un pouce qui avait fleuri sur le territoire, et quasiment 0 animation ou un chouï d'animation, ce qui fait que le truc n'a pas fonctionné. Et puis comme on ne pouvait pas vraiment réserver, en fait on pouvait se pointer à l'arrêt Réseau Pouce, attendre dans l'espoir qu'un jour quelqu'un nous prenne, même si on était badgé. Et après ils ont voulu avoir une version un peu améliorée en insérant le covoiturage avec Mobicop, mais il y a plus de conducteurs que de passagers, ça a du mal à prendre. Donc je me dis l'avantage, c'est Blablacar Daily, oui, parce que j'ai pas dit, mais en fait moi j'appartiens au groupe Keolis, qui s'occupe des mobilités un peu partout dans le monde. Donc on a ce sujet-là d'expertise, de délégation de services publics et de mobilité. On a l'avantage du coup d'avoir beaucoup de réseaux qui ont des retours d'expérience où on peut dire ça marche, ça marche pas, tiens toi comment tu as fait. Donc on échange beaucoup entre nous, voilà, avec Montluçon, peu importe, le but c'est d'échanger avec des territoires qui sont un peu similaires en termes de problématiques, en termes de taille, et les retours d'expérience qu'on a vont un peu plus vers le sens de Blablacar Daily. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est ce qui sera choisi. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est parti sur une nouvelle offre qui a démarré le 1er septembre, qui globalement se passe plutôt très bien. On a des retours, on a des réclats, c'est normal. On a modifié les habitudes pour plein de gens, donc c'est logique. On a plein de retours et plein de réclats. Voilà, on les traite, on les analyse, on regarde avec l'agglo, qu'est-ce qu'on peut faire. Là, l'idée pour nous, c'est qu'on s'ajuste pour qu'au retour des vacances de la Toussaint, on ait quelque chose qui réponde le plus possible à tous les retours qu'on a eus, parce que en fait, sur un réseau comme celui-ci, il y a énormément de contraintes entre tous les établissements scolaires, et il y en a beaucoup sur le territoire. Les horaires des gares, les horaires des trains, des cars, des zones d'activité, des zones d'emploi, voilà. Donc les correspondances. Donc en fait, chaque course a ses propres contraintes. Des fois, il y a des choses qu'on arrive à bouger de 2-3 minutes parce que ça permet de pas louper une sortie de scolaire à 16h et d'avoir une offre de transport complémentaire. Puis des fois, il y a des choses qu'on peut pas. Donc là, on collecte tout, on analyse tout, on regarde les impacts, et l'idée, c'est que on améliore tout ce qui peut l'être pour le retour des vacances de la Toussaint. Voilà. Avec la particularité, c'est qu'on a eu énormément de travaux, qu'on a dû passer notre temps à jongler entre les travaux, qu'il y en a encore beaucoup de prévus pour les vacances de la Toussaint.
et qu'on va continuer de s'adapter et d'essayer de pas perdre nos usagers qui, les pauvres, se retrouvent toujours un peu à pas savoir si le bus va passer à droite ou à gauche compte tenu des travaux. Donc on a beaucoup amélioré l'information voyageur par rapport à ça. Même si on a eu un retour très pertinent des clients sur la lisibilité des fiches horaires. On a essayé d'avoir des nouvelles fiches horaires qui étaient plus claires et on a eu un retour sur la taille. Il y a beaucoup de personnes qui, notamment, ont des problèmes de vue, qui nous ont dit non mais les horaires au poteau c'est beaucoup trop petit. Donc on a intégré ce retour-là. Et, effectivement, ils avaient raison. Voilà, il fallait qu'on améliore ça. Donc là, on est en train de ressortir un nouveau modèle et on va rééditer toutes les fiches pour tout changer sur les 600 poteaux. Là, prochainement, on n'avait qu'à pas se planter, c'est tout. C'est pas grave. Le principal, c'est que les gens aient la bonne visibilité. Donc, on essaye de s'adapter à tous les retours. Donc, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Je prendrai pas mal loin de là. Tous les retours permettent d'améliorer. C'est tout. Les stations là, dont tu parles en vélo libre-service, c'est en tenant compte de celles qui sont hors Montargis? Non, alors pour le moment, dans les lieux qui ont été identifiés, on a identifié donc sur Villemandeur, donc j'attends juste que la caméra soit posée, mais ça sera au niveau de la rue Alphonse Daudet. On est en train de regarder ça. Sur Ami, c'est au niveau de la place du marché, de la halle, là. Je sais plus comment elle s'appelle cette rue. Donc là, on est sur l'axe central. Ouais, là où il y a la poste, exactement. Chalette, malheureusement, on peut pas en mettre parce qu'on n'a pas de caméra. On a Paucourt où ils ont identifié pas loin de la maison de la forêt. On a la gare de Montargis où il y en aura une sur le petit square en face la vélostation. Qu'est-ce que j'ai oublié? La marina au port Saint-Roch. On va essayer d'en mettre une à Montargis au niveau de la place de la République également. Sepois, merci. On est en train de regarder avec la mairie de Sepois, soit au niveau du parking de la Girafe, là, enfin de l'aire de covoiturage de la Girafe, soit proche de la mairie. Je sais pas qui j'ai oublié. On doit être à peu près, ça doit être à peu près ça. Villemandeur, il n'y a pas de. Villemandeur, c'est Alphonse Daudet. C'est quand on est au niveau de l'ancienne poste. Un petit peu plus loin que l'ancienne poste. Voilà. Et après, l'idée, c'est qu'on va tester, en fait. L'avantage, c'est que c'est un système flexible. Donc, on va pouvoir voir, parce qu'en fait, entre guillemets, au sol, c'est que peinture au sol. Et après, c'est des paramétrages informatiques d'outils. Donc, s'il y a des endroits où ça n'a pas de sens, ça s'enlève. Et puis, s'il y a des endroits où, à l'inverse, on a des retours de mairie ou d'usagers qui nous disent, ça serait bien d'en avoir une là, c'est un arceau vélo, hein. Un arceau avec 4, et puis on teste. L'avantage, c'est qu'on peut tester. Que c'est une solution souple, en fait, c'est sans génie civil. Donc c'est nous qui allons courir derrière les vélos et changer les batteries. Ça, c'est notre orga et notre sauce. Mais l'idée, c'est pas on n'est pas sur des stations Vélib comme à Paris avec des choses lourdes. Et l'idée non plus, c'est pas de retrouver des vélos dans le canal. Hein. Donc le principe, c'est des principes de cadenas connectés avec de la géolocalisation. Et tant que le vélo est pas reconnecté, cliqué dans l'air identifié par les satellites, le client continue de payer. Combien de vélos et quel prix? Alors pour le moment, on sera sur une vingtaine de vélos. En termes de prix, c'est plus que raisonnable puisque c'est 50 centimes le déblocage du vélo et la première heure. Donc si on prend un vélo 1 heure, ça coûte 50 centimes. Et après, c'est 2 € l'heure supplémentaire. C'est moins cher que partout. Voilà. Le but, c'est et c'est pareil. On part sur 20 vélos. L'idée, là, c'est d'utiliser les anciens vélos à assistance électrique qu'on rebooste un peu parce qu'on sait bien qu'ils vont être un peu malmenés. Et puis on fait un test. On verra. Ça s'adapte. Ça veut dire que les gens, il faut qu'ils les reposent sur une des aires. Oui, Donc, c'est pour quelqu'un qui part de la gare et qui peut aller chez Chinson. Alors, c'est une des questions. Moi, j'aurais bien voulu en mettre une du côté de Chinson. Alors, l'avantage de Chinson, oui, mais sauf qu'en fait, on a une problématique de caméra dans cette zone-là. Mais l'avantage de Chinson, pour le coup, c'est qu'il y a la ligne 4 et qu'on est coordonné avec les trains. Et que en transport en commun, si on fait le test et qu'on refait le petit film sur des gens qui partent de la gare et qui vont à Chinson, avec un peu de chance, ils arriveront plus vite en transport en commun. On teste. Ça se teste. Oui, allez-y. Une question, quand on a fait des balades citoyennes à Montargis, il y a des choses qui sont remontées de la part des habitants. Ça concernait le fait de pouvoir
rentrer dans le bus avec soit un déambulateur, soit une poussette. Oui. Alors, il y a des endroits assez possibles, enfin, il y a des Oui, conducteurs qui tout à fait. acceptent et puis d'autres qui refusent. Alors, voilà. On a modifié le règlement d'exploitation parce qu'on a vu ce retour, notamment sur les poussettes. En fait, la difficulté des poussettes, c'est que vous avez la volonté de l'usager et des sujets de sécurité. Si je prends la poussette, la règle qui était celle du réseau de Montargis, c'était de dire il faut que la poussette elle soit pliée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un enfant dans une poussette, ça peut être un projectile et le but, c'est quand même la sécurité de tout le monde. Ce qu'on a changé par rapport à ça, c'est que on a assoupli la règle parce qu'on a des mamans qui se retrouvent avec des poussettes qui servent souvent plus d'ailleurs de chariot, avec beaucoup de choses, les enfants attachés, les petits, c'est un peu compliqué de plier la poussette. Donc on a autorisé la poussette dépliée, à condition que, l'influence le permette, parce que si on est en pleine heure de pointe, forcément ça marche pas. Et la deuxième règle et consigne, c'est qu'il faut que l'enfant... La poussette, elle peut être détachée à partir du moment où elle a les freins installés, parce qu'au premier coup de frein, ça peut aussi être un projectile pour les autres usagers. La seule chose, c'est qu'il faut que l'enfant soit attaché dans sa poussette. S'il ne peut pas être attaché dans sa poussette, il doit être sur les genoux de la maman. C'est juste des règles de sécurité, parce que un freinage d'urgence, ça arrive, malheureusement, et un enfant dans une poussette pas attaché, pas sanglé... Enfin voilà, c'est contraignant, je le sais, mais c'est pour la sécurité des usagers. Et donc ça, on l'a modifié. Voilà. Comme ça, et ils ont tous la même règle. Comme ça. Et ça s'applique aussi aux déambulateurs, parce que c'est des personnes qui ont tout leur sac sur... Alors, les déambulateurs, la particularité des déambulateurs, c'est que on accorde les déambulateurs à partir du moment où la personne doit quand même être normalement autonome. C'est-à-dire qu'il faut aussi, si on a quelqu'un qui n'est plus autonome dans son déplacement, bah là, c'est les services Move qui prennent le relais. Mais il faut que la personne puisse, un freinage d'urgence sur quelqu'un qui est en déambulateur, il faut qu'il puisse être aussi pas déséquilibré et qu'il puisse, pour des raisons de sécurité, pouvoir s'asseoir. C'est un sujet global dans tous les réseaux de transport, le sujet du déambulateur, parce qu'on est des fois, d'un point de vue autonomie, entre les deux. On a besoin du déambulateur pour se déplacer et on n'a pas encore la carte incapacité invalidité à 80%. Donc c'est un vrai sujet global de tous les réseaux de transport, le déambulateur. D'accord. Puis j'ai une autre question, là, ça concerne la réflexion récurrente sur la gratuité. Oui. Même au sein de notre association, tout le monde n'a pas le même avis. Sur le fait qu'il faut la gratuité tout de suite, ou y aller progressivement, ou la mettre pour certains publics, etc. Alors, vous avez des retours d'expérience dans votre réseau sur la façon de s'y prendre progressivement aussi? Voilà. Alors, on a des retours d'expérience et après, je peux vous donner en tout cas moi mon retour aussi. La gratuité, elle a... Alors, à titre personnel, je suis pas convaincue de la gratuité. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier sujet, c'est que la gratuité, il faut savoir qu'elle a un coût qui est loin d'être neutre. Si je prends par exemple Montargis, on n'a pas loin de 900 000 € de recettes qui viennent des recettes des usagers. L'agglomération, je suis pas sûre qu'elles sont en capacité de financer ces 900 000 € de plus. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire 900 000 € de moins pour de l'offre. Et ce qui développe le transport, c'est pas les sujets, toutes les études qu'on fait, c'est pas les freins à la tarification, c'est des freins à l'offre. Il faut qu'il y ait de l'offre. Donc si, entre guillemets, l'agglomération peut se permettre de mettre 900 000 € en plus sur la mobilité, moi, ma conviction personnelle, c'est qu'il faudrait plus que ce soit sur de l'offre. Mais ça, c'est à titre perso. Le deuxième sujet qu'on a, et qui est pas neutre, c'est que pour tout vous dire, on est quand même un réseau où on a des sujets d'incivilité. Comment on contraint? Je pense aux jeunes, parce que j'ai encore eu le cas d'un jeune tout à l'heure qui était convoqué avec son papa dans mon bureau. Donc voilà. Comment on contraint un jeune à limiter ses incivilités s'il n'y a pas au moins le risque et au moins la punition, je ne sais pas si c'est la punition, mais en tout cas la crainte de demain ma carte est suspendue, je ne peux plus prendre le transport. Et donc il faut que je me déplace par mes propres moyens. Si on est sur des agglomérations calmes, pas de sujet. Très sincèrement, aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit la bonne chose. L'autre sujet aussi, c'est qu'on a la chance à Montargis, et là pour le coup on fait vraiment exception, de pas avoir de sujet de fraude. La gratuité, elle a un sens quand vous avez des réseaux qui mettent beaucoup de moyens sur la lutte contre la fraude. Parce qu'en fait, les moyens qui sont mis sur la lutte contre la fraude, c'est des moyens qui sont pas mis ailleurs. On n'a pas cette problématique-là parce qu'on a un mode de fonctionnement qui fait que les usagers rentrent exclusivement par la porte avant, qu'ils sont obligés de valider devant le conducteur et qu'ils, s'ils n'ont pas payé et validé, le bus démarre pas. On est un peu drastique, mais pour le coup, ça marche. Donc, le sujet de la gratuité, ça, c'est mon opinion personnelle.
Après, les sujets, globalement, toutes les études qu'on a dans tous les sujets Keolis, le frein, c'est pas un frein de tarif, c'est vraiment un frein d'offre. Là, on a une nouvelle tarification, notamment solidaire, qui est associée au quotient familial, pardon. Selon le quotient familial, vous pouvez payer votre abonnement en illimité à 6 euros, c'est 6,25 € ou 13,50 €. 6,25 € par mois pour un transport illimité. Voilà, je pense que le sujet, c'est pas forcément un sujet de tarification. Ma conviction, c'est l'offre. C'est pas le tarif, c'est l'offre. Voilà. Après, on a à peu près le même constat à la région, ça, et puis après la facilité de réservation, enfin, le côté pratique. C'est ça. Même si à l'offre, pour que ça reste Oui, que ça reste accessible. accessible, et même au niveau des moyens de paiement. Ouais. Bah, l'avantage du réseau de Montargis, c'est que alors là, pour le coup, ils ont vraiment été pionniers. Je dis ils ont été parce que c'était mon prédécesseur qui avait fait ça. L'open paiement, donc la possibilité de payer dans le bus en carte bleue, qui est nouveau, par exemple à Orléans ou autre, ça existe à Montargis depuis novembre 2019. On a traversé la crise Covid avec déjà cette innovation-là. Enfin, pour un réseau de la taille de Montargis, pour le coup, ça c'était plutôt bien. Donc on a des facilités. Et puis le ticket de bus, voilà, reste à un prix malgré tout raisonnable. Il y avait d'autres questions? Oui. Question rapidement. Quand je vois un peu vos infographies, il y a une charge mentale, une espèce de casse-tête et une équation à résoudre. Est-ce que vous avez par exemple utilisé ou intégré l'IA dans certains de vos processus pour Non, alors en fait l'IA, moi je l'utilise pour pas mal de choses dans ma vie pro. Par contre sur la réponse à appel d'offres, typiquement l'analyse du territoire, j'ai pas utilisé l'IA. Par contre, j'ai utilisé énormément d'études, d'enquêtes, enfin voilà. Je vais prendre un exemple tout bête. On a analysé tous les flux mobiles. Alors les flux mobiles, ça nous a permis, par contre, d'apprendre énormément de choses sur comment les personnes dans l'agglomération se déplaçaient, à quelles heures, vers quel endroit. Moi, je me suis beaucoup plongée dans les statistiques aussi pour apprendre tout ça. Et en fait, pour le coup, l'IA, ça vous sort des choses, mais tout dépend de ce que vous lui donnez à manger. Et sur quelque chose comme ça, d'aussi précis, et c'est un peu ce qu'on disait, moi, l'histoire des poussettes, l'IA va pas vous le sortir, c'est parce que vous avez entendu 3 fois des clients qui vont vous parler de cette histoire de poussettes. Donc en fait, j'avoue que sur la réponse à appel d'offres, j'ai pas du tout utilisé l'IA, parce que je pars du principe que c'est plus une analyse, une connaissance fine, voilà, les échanges qu'on a pu avoir à différents moments qui nous ont aidés à répondre. Et tout ça. Donc l'IA, je l'utilise pour plein de choses, mais pas pour ça. Non, je rappelle juste une question sur c'est aussi important un casse-tête sur le TAD. Oui. On se demande au niveau des jours et en des horaires, mais c'est calé sur le réseau de bus ou c'est un peu plus limité? Non, c'est plus limité. C'est-à-dire que si on prend, alors je parle pas du réseau pour les personnes à mobilité réduite, parce que là pour le coup c'est calé plutôt sur les horaires. On est sur du 8h, 19h, je crois. Donc on est beaucoup plus large sur les personnes à mobilité réduite. Par contre, pour le transport à la demande, on a calé ça parce qu'en fait la difficulté, c'est pareil, c'est un peu la fausse bonne idée, le transport à la demande, hein, parce qu'on se dit transport à la demande égale on paye pas. C'est faux. Transport à la demande, c'est un conducteur qui est mobilisé, qui doit être prêt pour qu'à n'importe quel moment, quand il y a une course qui se déclenche, il puisse se retrouver disponible. Donc des fois, c'est beaucoup de moyens, même humains et donc financiers, pour une course. Donc il faut trouver comment est-ce qu'on optimise en fonction des besoins du territoire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné avec les principaux usages. Donc on permet aux personnes d'accéder aux principales zones d'emploi, le matin et le soir. Et par contre, pour une offre qui correspond plus à des problématiques de mobilité, plus sur les seniors, on va plutôt être milieu de journée, fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi. Voilà, pour répondre à des sujets de rendez-vous médicaux, de courses ou loisirs, peu importe. Mais pour le coup, c'est des horaires définis. Où on dit voilà, il y a 4 pôles qui sont identifiés, l'hôpital, la gare, il y a des générateurs qui sont identifiés. On est sur du convergent-divergent, avec des horaires qui sont effectivement un petit peu, qui sont définis par zone. Voilà. Une dernière question sur l'autopartage, du coup, on a déjà faire une flotte? Non. L'autopartage, c'est pareil. Là, l'idée sur l'autopartage, c'est d'être malin. Il y a des choses qui existent, en fait. Il y a GetAround, qui est une application qui existe, sauf qu'elle n'est pas connue.
Il y a Drivey aussi. Voilà, il y a plusieurs applis. Et donc, nous, l'idée, c'est de faire la promotion des choses qui existent déjà. On va pas réinventer l'eau chaude. Il y a plein de choses qui existent. On s'occupe des mobilités. L'idée là-dessus, c'est plutôt d'être promoteur de solutions qui existent pour que les gens les connaissent et les utilisent. On va pas créer des nouvelles choses alors qu'il y a déjà des choses qui existent sur le territoire. C'est un peu l'approche. Et si vous utilisez l'appli, n'inquiétez pas les conducteurs qui laissent à disposition leur voiture. Je me rappellerai toujours, par juste petit retour d'expérience, j'avais une copine qui avait du coup pas de voiture et son permis, donc elle a pris je crois que c'est Drivey ou quelque chose, un des deux. Donc c'est une mise à disposition de véhicules de particulier à particulier. Sauf que comme le véhicule était plus imposant que ce qu'elle avait l'habitude, au niveau du passage, mode de vitesse et tout, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, elle a dû appeler 3 fois ou 4 fois le propriétaire du véhicule en demandant comment ça se passait, ce qui a inquiété un tout petit peu la personne qui était propriétaire du véhicule. Parce que ça, c'est peut-être aussi un des freins psychologiques qu'il faut lever. Parce que c'est pas toujours, quand on est propriétaire d'un véhicule, le confier à un parfait inconnu, ça peut engendrer pas mal d'inquiétudes. Même si sur les sujets de mobilité, on commence à avoir une tendance de fond qui est plutôt bien, on arrête la notion de propriété. Voilà. Même sur les véhicules, on commence à être sur de la location longue durée. Les vélos, nous, on fait des vélos à assistance électrique, location longue durée. Voilà. Je pense que la notion de propriété commence petit à petit à évoluer doucement sur les sujets de mobilité, même s'il y a encore du chemin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, Marie. Oui. Ou peut-être sur l'hôpital, en fait. Oui. Il y a toujours la demande récurrente du dimanche, les gens qui me rendent visite à l'hôpital le dimanche, et ça c'est une problématique. Et puis il y a peut-être aussi alors c'est pas une demande qui est véritablement formulée, mais quand les gens, parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin, ils vont à la maison médicale de garde, etc., pour rentrer, donc ils trouvent quelqu'un pour les emmener, pour rentrer ça peut être compliqué, donc ça mobilise quelqu'un qui vient les rechercher. Oui. Donc, il y avait un dispositif pour le vendredi soir et le samedi soir quand il y avait des sorties, les flexos. Le réseau récupère une personne et les redispatcher dans la ville. Alors, ça, c'est ce qui. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'hôpital et le sujet dont vous parlez. Le sujet des flexos, donc le fait qu'on redispatche, en fait, ça n'était accessible que aux personnes qui étaient usagers de la gare. Or, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui avaient besoin de mobilité sur cette heure-là. Donc, c'est pour ça qu'on a supprimé ça, mais à l'inverse, on a étendu les lignes. Donc, il n'y a plus de solution pour le train de 21h10. Par contre, il y a des solutions pour toute l'agglo jusqu'à 20h et quelques, et on tourne jusqu'à 21h15. Donc, le sujet du flexo était un sujet, en fait, un peu de conflit, parce que les usagers, en plus, n'étaient pas d'accord entre eux, parce que ils faisaient son trajet en fonction des arrêts. C'était énormément source de conflit, parce qu'il y avait le client qui pensait que lui il devait être déposé avant tel autre, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc maintenant, c'est les lignes qui marchent. Donc ça, c'est sur le premier sujet. Sur le sujet de l'hôpital. Alors l'hôpital, il y a deux choses. L'hôpital le dimanche, ça on continue. Sur hôpital et gare, il y a un service de transport à la demande qui existe sur réservation. Qui existe toujours pour la gare et l'hôpital. Une offre permanente, il y a le sujet de la nuit, et puis il y a le sujet dans ce que vous dites, notamment par rapport aux urgences, et par rapport donc le sujet de nuit et le sujet dimanche. Il faut savoir que aujourd'hui, dans ce qu'on a vu, il n'y a pas beaucoup enfin, si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de générateurs de mobilité le dimanche sur l'agglo. Il y a des endroits où il y a des générateurs de mobilité. À Montargis, il n'y en a pas trop quand on regarde les flux. Ce qui est sûr, c'est que un transport le dimanche, il faut savoir que d'un point de vue social, l'implication, elle est énorme. Pourquoi ? Parce que pour que le réseau y tourne, il faut qu'il y ait une personne à la régulation qui vérifie les bus, ce qui se passe. Il faut qu'il y ait quelqu'un à l'atelier qui vérifie, etc. Donc ça veut dire aussi, pour un bus le dimanche, mobiliser 4 personnes qui travaillent le dimanche et qui, du coup, ça permet plus de couvrir toute la semaine. Donc ça, c'est notre problématique, notre sauce, mais c'est quand même un sujet. Et sur le sujet de la nuit, on a une autre difficulté, je vous cache pas, c'est que il y a des personnes la nuit qui sortent de l'hôpital qui sont charmantes et sans souci, et on a aussi d'autres types de populations. Et d'un point de vue pour le coup, sécurité, y compris sécurité du personnel, c'est des services qui seraient beaucoup plus compliqués. Je vous cache pas que c'est pas simple de recruter des conducteurs.
c'est un métier qui, enfin moi j'ai une profonde admiration pour les conducteurs chez nous. Sincèrement, ils font un métier qui est extrêmement difficile, avec des horaires de travail très compliqués. Hein. Ils démarrent à 4h45, ils finissent à 21h, mais c'est jamais les mêmes jours, ça change tout le temps. Il faut, et je pense que ça, pour le coup, vous pouvez le constater, on a cette chance-là à Montargis. Enfin, il n'y a pas beaucoup de réseaux où on fait quasiment tout, c'est même pas on fait quasiment, on fait tous nos services. Qu'il y ait une grève, pas une grève, qu'il y ait un collègue absent, un collègue malade, on fait tous nos services. Ça, c'est possible parce qu'on a du personnel engagé qui vient sur repos, qui, enfin voilà, ils sont, enfin moi, c'est des couteaux suisses, ils sont assez, ils sont, enfin moi, je leur tire mon chapeau et je les trouve admirables en tout cas. Et j'avoue que des services de nuit le dimanche ou autre à la gare, faut aussi avoir en tête que ça crée un sujet d'incivilité, d'insécurité qui nous ferait peut-être perdre du personnel. Enfin voilà. Donc s'il y a un vrai besoin, là c'est autre chose. Mais aujourd'hui, même en termes de volume, il n'y a pas forcément le volume qui permet de justifier ça. Et je voulais parler de la ligne 6. Oui. Super. Cette nouvelle ligne. Merci. Non, franchement, super cette ligne parce que du coup, ça a permis de relier une partie de Chalette à l'autre partie de Chalette, en passant par Mandela. Ouais, tout à fait. Parfait. Tout à fait. Vraiment, il fallait prendre le 1, le 4, c'est ça. prendre le 4 en passant par tous les îles. Puis là encore, vas-y. Encore. Et en plus, ça relie la ligne 2 également. Oui. Donc, du lycée c'est la rose là. Ouais, la ligne 3, c'est vraiment une qui permet de relier également ce poids avec la ligne 2 qui s'arrête à Jaurès. Tout à fait. Et donc, alors Jaurès le matin, c'est beaucoup de jeunes. Ah bah oui, parce qu'en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jeunes du Nord, alors le réseau fonctionne en correspondance, hein, ce qui a été un peu un changement d'habitude pour certains, j'avoue. Mais en fait, tous les jeunes du Nord qui vont vers les lycées arrivent à Jaurès, et soit ils prennent la 6 du côté de Château-Blanc, soit ils prennent la 6 du côté du lycée en forêt. Exactement. Et là, c'est vraiment, enfin, je trouve cette lumière vraiment formidable parce que c'est vraiment le manque qu'il y avait au sein de, enfin, au niveau du réseau. Le seul bémol, c'est les horaires de cette ligne. En fréquence? En fréquence, parce qu'en fait, c'est le matin, le soir. Une qui peut servir le midi. Ouais, il y a une pause méridienne à midi. Et encore, c'est à 13h. Mais en dehors de ça, après. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est un test. L'idée aussi. C'est vraiment la ligne qui est vraiment intéressante parce que du coup, elle dessert vraiment toute la partie sous poids, toute la partie nord. C'est ça. Et surtout, c'est qu'elle permet, enfin, sans passer par Mirabeau, tout de suite, on peut se dispatcher côté est-ouest. Bon, bah merci. C'est ça qui est super. Mais il n'y a pas assez de fréquence. C'est vraiment la fréquence de cette ligne. J'entends. Et après, il y a la ligne 4 aussi qui est formidable parce qu'elle fait un cercle. Ouais. Sauf qu'entre la gare et Mirabeau, eh ben, il n'y a rien entre les deux. Alors, c'est normal, en fait. Elle fait pas un cercle complet. Mais vous savez. La gare et après, elle fait les deux. Mais en fait, c'est parce qu'entre gare et Mirabeau, alors surtout maintenant avec la nouvelle ligne 3, vous avez la 1, la 2, la 3. Oui, c'est ça. Donc, on va pas mettre en plus la 4. Mais oui. J'entends. Bah, en tout cas, merci pour votre retour parce que comme on est sur un lancement de réseau, on se prend de manière logique beaucoup de réclamations. Ça fait du bien d'avoir des retours positifs. Merci à vous. Non, franchement, c'est la ligne 6, c'était vraiment attendu. Parce qu'il y avait la ligne 36 auparavant qui faisait ce trajet-là, en fait, qui était spécifiquement pour les écoles. Ouais. Et du coup, là, ça dégorge un peu Alors, pour tout vous dire. Et qui leur permet d'être à côté national. Cette ligne 6, en fait, on l'a raisonné aussi parce que le flux de mobilité, il est pas forcément que de Panne vers Montargis, il est aussi dans l'autre sens. Et en fait, comme il y a une maison de santé à Panne, l'idée, c'était aussi d'avoir une offre de transport qui permette d'amener vers Panne, avec tout ce qu'ils ont fait là au niveau de la maison médicale, etc., pour répondre à ce besoin. Surtout que oui, il y a des personnes, les dentistes qui étaient à Montargis se sont déplacés à Panne. C'est ça. Donc on a essayé de. Mais après, je suis d'accord avec vous. L'idéal, ça serait plus d'offres. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ouais, franchement, l'augmentation de la fréquence de cette ligne-là, elle serait vraiment intéressante. Clairement, déjà pour les lycéens, parce que en fait, ils font pas 8h, 18h. Oui. Alors. Pour 8h, 10h, des fois 10h midi, 14h. Très clairement, hein, les lycéens qui habitent en cœur d'agglo, ils ont cette chance-là, c'est que pour le coup, il y a des lignes régulières, où on optimise les 16h, les 15h, les 14h, voilà. Quand on est un peu plus en commune, sur le périurbain, effectivement, après, ou alors il faut qu'on multiplie encore plus les véhicules, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que, effectivement, toutes les lignes, il y a une bonne servitude au sein de Montargis. Ouais. Sauf que on constate que c'est pas forcément intéressant, car en fait on est à un quart d'heure à pied un peu partout, lorsqu'on habite à Montargis, ou même lorsqu'on habite proche gare,
On est à un quart d'heure de la ville, on est à un quart d'heure de la gare. Parce que vous pouvez vous utiliser. Non mais parce que vous avez cette capacité de marché et de mobilité. Il y a beaucoup de personnes seniors pour qui même aller jusqu'à l'arrêt, c'est compliqué. Non, du coup, on se rend compte qu'en fait des fois, marcher, ça devient plus intéressant. Bien sûr. Prendre le bus. Ah bah surtout si on doit l'attendre. Ça c'est clair. Clairement. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être encore des réseaux à créer, mais effectivement la difficulté aussi pour vous, ça va être d'embaucher des conducteurs. Oui, bah puis après, bon ça c'est notre sauce, hein, c'est notre problématique, mais ce qu'on a essayé de faire aussi, j'en ai pas parlé là, mais par exemple la 3, donc c'est cette ligne-là, en fait le quartier de la Chaussée, il était un peu isolé, il n'était pas du tout relié à la gare. Si vous regardez le matin, vous avez un peu la transhumance, là. Il y a toutes les personnes qui vont travailler à la gare qui étaient à pied. Là maintenant il y a une ligne qui les emmène à la gare, donc on a essayé d'intégrer ces besoins-là. Maintenant, j'ai totalement conscience que l'idéal, c'est un bus toutes les 10 minutes partout. Et moi, je suis pour, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pour. Hein. J'ai pas de problème. Hein. On trouvera des conducteurs. Une grosse difficulté de circulation, je pense. Non, oui, c'est ça. C'est qu'à un moment, il faut quand même payer les conducteurs, donc il faut des finances. Voilà.